l'électricité. Sa présence et son absence. 0. 1. C'est tout ce dont on a besoin. Chaque notif, chaque appli, chaque jeu, chaque message, chaque story, chaque musique, chaque selfie, chaque site, chaque appel, chaque foutu pixel sur ton écran, c'est juste une histoire de 0 et de 1. Dans Minecraft, il y a une sorte de poudre, la redstone. Elle aussi, elle peut être allumée ou éteinte. 0 ou 1. Tu sais ce que ça veut dire ? Faut qu'on arrive à faire des maths. Avec juste ça. Si on peut faire des maths, on peut tout faire. Parce qu'on peut tout représenter avec des nombres. La couleur d'un pixel, c'est juste 3 nombres. L'intensité de rouge, de vert et de bleu qu'il faut mélanger pour obtenir ce qu'on veut à l'écran. Une image, c'est juste un tas de pixels, donc un tas de nombres. Un son, c'est une onde. Et une onde, c'est juste une suite de nombres dans le temps. Si on arrive à faire des maths, on peut tout faire. Alors dans un premier temps, il faut réussir à créer des nombres. Le problème, c'est qu'on n'a que 2 valeurs, 0 ou 1. Et alors ? Nous, on n'utilise que 10 valeurs, et c'est suffisant pour compter jusqu'à l'infini. Eh bien, rien ne change, on va faire exactement la même chose. Quand tu comptes, tu commences avec tous les chiffres qu'on connaît dans le bon ordre. Puis, quand t'en as plus, tu repars de 0, et tu mets un 1 devant, et rebelote. Tu comptes, puis tu mets un 2, et tu reprends. Et ainsi de suite, jusqu'à atteindre 99. On met un 1 devant, le reste à 0, et on reprend encore et encore. Au final, ce qu'on compte avec chaque chiffre individuel, c'est le nombre de puissance de 10 dans notre nombre final. Là, par exemple, ce nombre, c'est 3 fois 10 puissance 0, plus 2 fois 10 puissance 1, plus 1 fois 10 puissance 2. On va garder la même logique avec notre 0 et notre 1. On commence par 0, puis 1, puis on remet tout à 0, et on rajoute un 1 sur le côté. Puis on a un 1, puis on remet tout à 0, et on met un 1 sur le côté, et ainsi de suite. Cette fois, chaque chiffre individuel représente une puissance de 2, pas de 10, vu qu'on n'a que 2 valeurs possibles, cette fois. Chaque chiffre individuel est ce qu'on appelle un bit. Donc ce nombre, c'est 0 fois 2 puissance 0, plus 1 fois 2 puissance 1, plus 1 fois 2 puissance 2, plus 1 fois 2 puissance 3. Ça donne 14. Et maintenant, on peut représenter des nombres. La limite, c'est simplement le nombre de circuits qu'on est prêt à utiliser. Avec 4 circuits, on a 4 bits, et on peut compter jusqu'à 2 puissance 4, soit 16 en décimale. Nous, on va utiliser 8 bits. On peut compter de 0 à 255, soit 256 valeurs. On va donc créer un ordinateur 8 bits. Celui sur lequel tu regardes cette vidéo est probablement un ordinateur 64 bits, qui peut compter jusqu'à ce nombre-là. Ouais, c'est gigantesque. Mais ça fait beaucoup de connexions à gérer. Beaucoup trop pour créer ça sur Minecraft. Juste 8, c'est déjà assez. Bon, faire des maths avec un seul nombre, c'est pas vraiment possible. Donc on va en ajouter un deuxième. Et maintenant, on aimerait pouvoir les additionner. Ce serait déjà bien. Bon, calmons-nous un peu et commençons avec 2 nombres d'1 bit seulement, pas 8. Toujours commencer par le plus simple pour comprendre. L'addition en binaire, encore une fois, c'est exactement pareil qu'en décimale. 0 plus 0, ça fait 0. 0 plus 1, ça ferait 1. 1 plus 0, pareil. Mais 1 plus 1, on dépasse nos valeurs possibles. Donc on fait comme en décimale. On met un 0 et on rajoute une retenue de 1. Ça fait donc un 0. Et c'est correct. 1 plus 1, ça fait bien 2. Avec nos 2 bits, il y a donc 3 issues possibles. 1 0, 0 1 ou 0 0. Représentons-les en redstone sur Minecraft. Circuit de départ pour chacun des 2 nombres qu'on additionne et circuit de sortie qui donnera le nombre obtenu après l'addition. Rajoutons des lampes pour mieux visualiser les circuits allumés ou éteints. Il faut faire en sorte que la lampe de droite s'allume seulement si un des 2 circuits d'entrée est activé. Si les 2 sont activés en même temps, elle reste éteinte. Et pareil si aucun n'est activé. Pour la lampe de gauche, elle ne s'allume que quand les 2 circuits d'entrée sont actifs. Ce qu'on veut pouvoir faire, c'est obtenir un résultat précis en suivant une certaine logique qui dépend des données d'entrée. Autrement dit, on veut créer ce qu'on appelle des portes logiques. Une porte logique, ça prend 2 circuits en entrée et en fonction de leur valeur, on obtient un résultat précis. Alors on va mettre en pause notre projet d'addition et on va construire ces portes logiques. Commençons par la porte OU, c'est la plus simple. On veut que le résultat vale 1 si au moins une des 2 entrées vaut 1. Pour faire ça, il suffit juste de relier les 2 entrées ensemble et les mener vers la sortie. Comme ça, peu importe ce que j'active, on a un résultat qui vaut 1, sauf si les 2 entrées sont à 0. La porte E, maintenant. Pour la construire, on a besoin d'un nouvel objet, la torche
de redstone. Cette torche active un circuit lorsqu'elle est laissée seule, mais si on connecte le bloc sur lequel elle se trouve à un autre circuit en fonctionnement, la torche s'éteint. En gros, elle permet d'inverser une valeur d'entrée. Pour faire une porte E, on peut positionner une torche ici et la relier à deux autres torches. Ces deux autres torches alimentent bien le bloc sur lequel elle se trouve, donc elle reste éteinte. Le seul moyen de la rallumer, c'est d'éteindre ces deux torches du dessus, et ça a lieu uniquement lorsque les deux valeurs d'entrée sont activées et valent donc 1. Et la voilà, notre porte E. Dans la vraie vie, une torche redstone, ça n'existe pas. On utilise ce qu'on appelle un transistor, 3 tiges. Le collecteur, la base, l'émetteur. Si tu le mets dans un circuit et que tu n'alimentes pas la base, le transistor ne laissera pas passer le courant. Mais si tu alimentes la base, il laissera passer le courant. C'est pas exactement la même chose que notre torche, mais c'est assez similaire. C'est comme ça qu'on fait des portes logiques dans la vraie vie. Et c'est pour ça qu'il y a tellement de transistors dans ton ordi. Ok, on retourne sur Minecraft. Une autre porte logique ultra utile, XOR. Le résultat est 1 seulement si une seule des deux entrées est active. Et on la construit comme ça. Si on n'a rien en entrée, les deux torches ici s'allument et viennent couper le courant des deux dernières torches, ce qui fait que le résultat est de 0. Si une entrée est allumée, une partie du circuit est éteinte et permet à une des deux torches finales de bien rester allumée. Et si les deux entrées sont allumées, cette torche peut à présent s'allumer et couper le courant des deux dernières torches. Ok, porte suivante. Il nous en reste 3. NAND, NOR, XNOR. Et comme le N l'indique dans leur nom, c'est simplement les portes AND, OR et XOR, mais inversées. Et comme dit plus tôt, pour inverser un circuit, suffit de rajouter une torche en redstone. Donc on prend nos anciennes portes et on leur rajoute simplement une torche à la fin. Et là, on a toutes les portes logiques possibles. Revenons à notre addition. On disait qu'on voulait que la lampe de droite s'allume seulement quand une des deux entrées est activée. C'est la porte XOR qu'il nous faut. Et pour la lampe de gauche, c'est la porte AND. On a à présent un circuit qui peut additionner 2 bits. Bon, quand il y a plus de bits, ça se complique un peu, mais pas tant que ça. On a juste la retenue du calcul précédent à également prendre en compte. On a donc 3 entrées, le bit du dessus, le bit du dessous et la retenue qui provient d'avant. Et le secret, c'est juste de faire le calcul en 2 fois. D'abord, on fait le calcul avec les 2 bits principaux, avec nos mêmes portes XOR et AND. Puis on prend le résultat de cette somme et on l'additionne aux bits de retenue précédents. Donc encore une porte XOR et AND. Et pour avoir la retenue globale, on prend la retenue du premier calcul et du second et on les combine avec une porte OR. Tu peux tester, tu verras, ça marche. On vient de créer ce qu'on appelle un additionneur complet. Si on revient à nos deux nombres de 8 bits, il suffit de joindre 8 additionneurs complets les uns avec les autres pour pouvoir faire ce calcul. À chaque fois, la retenue du calcul précédent est injectée dans l'additionneur complet des 2 bits suivants. Et perso, j'ai designé ça comme ça. Ouais, un peu bizarre, je sais. Mais ici, on combine le tout en utilisant la verticalité pour condenser la place que ça prend. Et mate un peu ça. Je peux maintenant faire 4 plus 3 et ça fait 7. On a une calculette. Enfin, pas vraiment. Quid de la multiplication, la soustraction, la division. Bon, la multiplication, c'est juste plein d'additions. Donc au final, on l'a déjà. La division, on peut l'avoir avec la soustraction, en comptant combien de fois on doit soustraire les deux nombres jusqu'à obtenir la retenue. Donc, il manque plus que la soustraction. Et on pourra faire toutes les maths du monde. Et ça peut paraître fou, mais on peut effectuer une soustraction via une addition. Ça, c'est grâce au fait qu'on soit limité à 8 bits. Parce que qu'est-ce qui se passe si on dépasse les 8 bits? Bah, ça reprend de 0. On se retrouve en fait dans le même cas qu'un chronomètre de 60 secondes. S'il est à 30 secondes et que je veux soustraire 20 secondes, je peux le faire normalement via une soustraction. Ou alors je peux additionner de telle sorte à faire un tour complet et d'atteindre le même endroit. C'est ce qu'on appelle le modulo. Avec notre additionneur, on peut faire la même chose en 8 bits. 7 moins 6, c'est la même chose que 7 plus 250. Regarde, si je le fais, j'obtiens bien 1 comme résultat, comme si j'avais fait la soustraction. La question c'est comment on passe de moins 6 à plus 250. Eh bien il suffit de prendre le nombre binaire qu'on veut soustraire, l'inverser et ajouter 1. Autrement dit, quand on veut faire une soustraction, on fait une addition en inversant les bits du nombre à soustraire et on met la valeur de la retenue initiale à 1 pour ajouter 1. Et on peut faire des soustractions. Ok, reprenons nos deux nombres 8 bits du départ. On va les lier à toutes les portes logiques, histoire de pouvoir les exécuter si besoin, mais on va aussi les lier à notre additionneur, qui peut aussi faire des soustractions du coup. On rajoute des commandes sur le côté pour choisir quelle opération on veut faire, et un endroit où ça nous donne clairement le résultat. Et ça donne ça. Je peux faire 5 plus 3, ou 5 moins 3, si je veux, ou encore 5 et 3, et j'obtiens le résultat.
Sur 8 bits, je peux faire de l'arithmétique et de la logique. On vient de créer une unité arithmétique et logique. Un ALU de 8 bits. Alors oui, le mien est dégueulasse. Tu trouveras en ligne des moyens beaucoup plus efficaces de faire tout ça. Je te conseille d'ailleurs MathBatWings si tu veux t'améliorer en Redstone ou faire un ordinateur Minecraft. Sans lui, je pense que j'aurais jamais réussi à faire cette vidéo. Et ce qu'on vient d'accomplir là, je trouve que c'est une parfaite réponse aux personnes qui me disent je veux faire de la programmation, mais je sais pas par où commencer. Bah moi non plus, je savais pas où commencer avec cet ordinateur. Tu vois à quoi ça devrait ressembler sur internet, t'as de la Redstone partout, c'est gigantesque, ça a l'air infernal, c'est intimidant. Mais si tu y vas petit à petit, en commençant par la base, tu te rends compte que t'es passé d'un câble de Redstone à des portes logiques à un ALU complet et que c'était pas si compliqué. C'est pareil pour le code. Par exemple, je te dis d'hacker un site, t'auras aucune idée d'où commencer. C'est normal. Faut que tu commences par le niveau 0, des failles de sécurité débiles pour comprendre les bases, puis passer au niveau supérieur jusqu'à avoir de bonnes connaissances. Ouais, mais comment je peux apprendre les bases? Je sais pas par où chercher. Bah j'ai un truc pour toi. Le Cyber Ninja CTF, une compétition en ligne faite pour les lycéens où tu dois résoudre des défis de programmation, d'hacking éthique et d'OSINT pour capturer des points. Ça te permet non seulement d'apprendre de manière ludique avec un thème autour de l'espace, mais en plus, il y a un aspect communautaire. T'es pas seul, donc si t'es perdu, tu peux demander de l'aide à gauche à droite, de faire des potes. Ce genre d'événement, c'est parfait car ça te donne un objectif. T'apprends avec un but derrière, c'est stimulant. Et si tu te débrouilles bien, il y a plus de 1500 € de récompense à gagner. C'est organisé par les étudiants d'Oteria, une école en 5 ans dédiée à la cybersécurité qui t'accompagnera lors des épreuves pour que tout se passe pour le mieux. L'inscription est gratuite et jusqu'au 31 janvier. Alors traîne pas, il y a déjà 150 lycéens inscrits. Il y a ensuite un premier round le 1er février et les 60 meilleurs se retrouveront sur le campus d'Oteria le 29 mars pour la grande finale. Je te mets le lien en description et ils ont aussi un Discord pour que tu puisses faire partie de la communauté. Crois-moi, les hackathons comme ça, il n'y a rien de mieux pour se motiver et voir si la programmation c'est fait pour toi. Alors fonce! Ok, retournons à notre ALU. Le problème qu'on a, c'est que le résultat, on n'en fait rien. Une fois qu'on passe à l'opération suivante, il disparaît. On veut pas qu'il disparaisse. On veut pouvoir le sauvegarder. On a besoin de créer une mémoire. Le premier problème qu'il nous faut résoudre, c'est comment sauvegarder l'état d'un circuit. Parce que là, il disparaît dès que je l'éteins. La réponse, 2 répéteurs, placés ainsi. Lorsque celui-ci est allumé, le courant là ne peut pas passer. Par contre, lorsque je l'éteins, le courant passe. Puis si je le réactive à nouveau et que j'éteins l'autre, bingo! On a sauvegardé que notre circuit était allumé ou éteint juste avant. Donc, ce dont on a besoin, c'est d'un courant continu qui me permet de garder en mémoire ce qu'il y avait juste avant. Et si je veux changer la valeur sauvegardée, il faut juste que j'éteigne ce courant pendant un court instant. Ça, on peut le faire avec une torche et un bouton. Là, on a sauvegardé que ce bit était 0. J'ai envie de changer. J'appuie sur mon bouton et hop, c'est sauvegardé. On garde ce principe, mais maintenant on le fait pour 8 bits que je peux sauvegarder. Là, je sélectionne un nombre. Puis si j'appuie sur le bouton, c'est sauvegardé. Et ce qu'on a construit, c'est l'équivalent d'un registre du CPU, qu'on utilise quand on code en assembleur, par exemple. Bon, un registre, c'est pas suffisant. On va donc recopier ça plusieurs fois pour avoir plusieurs registres, pour pouvoir stocker plus de résultats, plus de données. On va faire 7 registres, précisément. Pourquoi 7 ? Parce que j'en ai décidé ainsi. Il faudrait juste un moyen de sélectionner le registre dans lequel je veux sauvegarder mon résultat. Pour ça, on a besoin de 3 bits, pour compter de 1 à 7. Et ce qu'on veut, c'est qu'en fonction du nombre que je sélectionne, le courant s'arrête pour un seul des registres, pour permettre l'écriture. Pour ça, on va relier tous nos registres à nos 3 bits. Et ensuite, pour chaque registre, en fonction de son numéro, on va rajouter des torches au bon endroit. Le registre 1, par exemple, a juste une torche au niveau du premier bit. Comme ça, si je sélectionne le nombre 1, seul ce bit est activé. Et la torche de mon registre 1 s'éteint, comme on voulait. Si je garde le bit 1 actif, et que je rajoute le bit 2. Mon registre 1 se rallume bien, vu qu'on l'a lié à cet endroit. Par contre, le registre 3 va s'éteindre, car j'ai mis 2 torches, une pour le bit 0 et une pour le bit 1. Au final, le placement des torches qui alimentent chaque registre correspond à son nombre en binaire, tout simplement. Ce circuit qui permet de sélectionner une entrée en fonction d'un nombre en entrée, c'est ce qu'on appelle un décodeur. Celui-là, c'est un décodeur 3 bits. Donc maintenant, si je connecte mon résultat de l'ALU à tout ça, je peux sélectionner un registre et l'y sauvegarder. Mais sauvegarder des variables qu'on ne peut pas utiliser, c'est pas très pratique. On voudrait pouvoir utiliser nos registres pour alimenter notre ALU. Décider d'additionner la valeur du registre 2 avec celle du registre 1 et de sauvegarder ça dans le registre 3, par exemple.
Donc, il faut qu'on puisse lire chaque registre. Déjà, pour sélectionner le registre qu'on veut lire, on va faire comme on avait fait pour sélectionner le registre dans lequel on veut écrire, avec un décodeur 3 bits. Mais ce qu'on veut, c'est que quand il n'y a plus de courant, le registre soit lu, en envoyant la valeur des bits sauvegardés à ce moment-là. Pour réussir à faire ça, on a besoin d'un comparateur. Cet objet dans Minecraft compare deux circuits, et si le circuit du bas est plus puissant que le circuit de droite, alors le courant passe. Sinon, ça passe pas. C'est exactement ce dont on a besoin. On relie chaque bit du registre à un comparateur. Et on relie ce comparateur à un autre circuit qui est constamment alimenté via une torche redstone. Quand on éteint la torche, le comparateur laissera donc passer le courant lié à notre registre. Et voilà, on peut lire nos registres. On va juste faire en sorte de pouvoir en lire deux en même temps en dupliquant chaque registre. Alors pourquoi on a fait ça? Parce que notre ALU, il y a deux entrées. Donc il faut deux registres pour l'alimenter. Donc il faut en lire deux. On relie le tout avec l'ALU et regarde ce qu'on a. Notre ALU, nos registres et des bus de données qui leur permettent de communiquer. Et maintenant, le schéma de tout à l'heure est devenu réalité. Mais pour l'instant, je dois tout faire à la main. Je sélectionne l'opération de l'ALU à la main. Je sélectionne le registre à écrire à la main. Je sélectionne les registres d'entrée de l'ALU à la main. On veut pouvoir programmer tout ça. Et en vrai, il nous manque pas grand-chose pour y arriver. On peut sélectionner un registre d'écriture via un nombre binaire. On peut sélectionner deux registres de lecture via deux autres nombres binaires. Mais on peut pas sélectionner une opération à effectuer sur l'ALU avec un nombre binaire. Là, c'est moi qui dois choisir avec le bon levier. Faut changer ça. On a besoin que tout soit sélectionnable via un nombre binaire. Et pourquoi ça nous aiderait à automatiser les choses, ça? Tais-toi et laisse-moi cuisiner. Bon, c'est pas bien compliqué, on va juste associer un numéro à chaque opération qu'on peut faire. En tout, ça nous demanderait 3 bits, mais on en utilisera 4, parce que par le futur, j'ajouterai 4 autres opérations. On peut à présent construire un composant qui, en fonction d'un numéro donné en entrée, activera la bonne opération. Ça se fait via un décodeur 4 bits. Cette fois, on appelle ça le contrôle ROM. C'est là-dedans qu'est stocké toutes les instructions qu'un CPU peut accomplir avec leur numéro associé. Si en entrée je mets 1, le ROM activera l'addition sur l'ALU. Et maintenant, si je veux additionner le registre 1 plus le registre 2 et stocker le résultat dans le registre 3, je peux traduire ça uniquement via des chiffres binaires. 0001, 0011, 0001, 0010. Ces chiffres binaires, c'est des circuits. On prend les 4 premiers circuits, on les connecte à notre ROM pour sélectionner la bonne opération. On prend les 4 suivants, on les connecte à l'adresse du registre d'écriture. On prend les 4 suivants, on les connecte à l'adresse du premier registre d'entrée. Et on prend les 4 derniers et on les connecte à l'adresse du deuxième registre d'entrée. On vient d'effectuer l'addition. Je veux faire une soustraction? Pas de souci, je change juste le début en 0010. Et c'est direct transmis au ROM qui sélectionne le mode soustraction de l'ALU. Et paf, ma nouvelle instruction est exécutée. Est-ce que tu vois le potentiel du truc? Avant de continuer, j'ai juste rajouté une autre instruction. Load, pour charger un nombre dans un registre sans passer par l'ALU. Quand on utilise cette opération, il y a un petit switch qui change nos circuits pour le permettre. Ok, récapitulons. Je peux écrire un programme, puis le traduire en binaire, ou ce qu'on appelle le langage machine. Chaque nombre binaire, je peux l'exécuter, comme on l'a vu avant. Faut juste maintenant le faire pour chaque ligne de code. Il faudrait donc sauvegarder chaque ligne du programme, puis les lire les unes après les autres. Sauvegarder, lire... On a déjà fait ça, c'est des registres. Je vais donc créer 64 registres de 16 bits, cette fois, dans lesquels je vais mettre mon code binaire. La ligne 1, la ligne 2, la ligne 3, et ça peut aller jusqu'à 64 lignes de code. Ensuite, si je sélectionne le registre 1, ça le lit, et ça exécute la première ligne de mon programme. Je sélectionne le registre 2, ça exécute la deuxième ligne, et ainsi de suite. On y est tellement presque. Faut juste automatiser deux choses. La première, c'est l'écriture de chaque ligne de code dans chacun de nos registres spéciaux, parce que pour l'instant, c'est moi qui mets les bits à la main en plaçant des blocs. Alors j'ai créé un assembleur Minecraft, un programme Python qui prend un programme écrit dans un langage compréhensible par l'homme, le transforme en code machine, puis génère des commandes Minecraft pour placer automatiquement les blocs de redstone qui configurent mes 64 registres dédiés. C'est un peu l'équivalent des cartes perforées de l'époque. Premier problème réglé. Le deuxième, c'est que je dois sélectionner à la main le registre 1, puis 2, puis 3 pour exécuter mon code. On aurait besoin d'un compteur de 1 à 64 relié à une horloge. Quand l'horloge fait un cycle, le compteur augmente de 1 et sélectionne la ligne de code suivante. Cette ligne est lue et est exécutée avec les autres composants de notre ordi, comme déjà vu précédemment, puis rebelote avec le prochain cycle de l'horloge. Bon, construisons d'abord l'horloge. C'est tout simple. Des répéteurs avec un comparateur qu'on boucle sur eux-mêmes. On balance une impulsion et admire,
ça envoie du courant à intervalles réguliers. Le compteur, maintenant, c'est pas compliqué, c'est un additionneur, on l'a déjà fait, dans lequel on commence avec le chiffre 1 et le chiffre 0. Puis le résultat vient juste remplacer le 0 lorsque l'impulsion de l'horloge arrivera. Puis rebelote avec 2, puis 3, etc. Ok, on a tout là. Mais avant de tester, j'ai juste rajouté 3 instructions. Alt, pour stopper l'horloge et donc notre programme. Jump, qui permet de remplacer la valeur de notre compteur. Et enfin, Jump If, qui va sélectionner une ligne de code si le dernier résultat de notre ALU vaut 0. En gros, ça permettra notamment de faire des boucles while. Pour y arriver, il faut juste rajouter un flag à notre ALU, un petit bit qui s'activera si le dernier résultat vaut 0. Et notre opération vérifie si ce bit est actif, et si c'est le cas, il change la valeur de notre compteur pour sélectionner la ligne de code qu'on veut. Ok, tout est prêt. On va tester avec un programme. Tu te rappelles de la multiplication qu'on peut faire avec des additions? Bah, on va écrire cet algorithme et faire le calcul 6 x 4. Et une fois que nos registres de code sont setup, on peut démarrer l'ordi en activant l'horloge. On va analyser chaque composant et ça nous permettra de tout résumer tout en voyant notre ordinateur en fonctionnement. D'abord, le compteur, qui s'occupe de sélectionner la ligne de code à exécuter. On a notamment une boucle for exécutée 4 fois dans notre programme et ça se voit si on observe les valeurs du compteur. Ce compteur est relié à nos registres de code qui contiennent chaque ligne de notre programme. Et si on se place à la sortie de ce composant, on peut voir le code machine de chacune des lignes sortir une à une. Les bits de ces codes machines sont ensuite transmis aux autres composants via les bus de données et c'est si satisfaisant à regarder d'en haut, je trouve. On voit bien la boucle qui est faite sans arrêt. Compteur vers registre de code, vers bus de données, vers les autres composants. Prochain arrêt, le ROM. C'est là que sont sélectionnées les opérations. Et on voit que c'est effectivement ce qui se passe au fur et à mesure. Lui là, c'est l'ALU. C'est lui qui fait les calculs. Et ici, on est à côté de sa sortie. Et pour finir, les registres, où on stocke nos variables. Au-dessus, tu as la valeur qu'on veut enregistrer dans un registre, et en dessous, tu as la sélection du registre dans lequel on sauvegarde ça. En tout, faire 6 x 4, ça a pris environ 2 minutes. Ouais, il est plutôt lent ce PC. Mais normalement, il marche. Là, on voit que l'opération Alt a eu lieu, et que plus rien ne se passe. Notre programme a fini de tourner. C'est l'heure de vérité. Si on sélectionne le registre 3, on devrait avoir le résultat du calcul 6 x 4 affiché. Et on obtient bien 24. On a programmé un algorithme et on l'a exécuté sur Minecraft. On a créé un foutu ordinateur en Redstone. Merci d'avoir regardé la vidéo. Elle a pris énormément de temps à faire et je suis seul derrière pour la créer. Donc n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter. Ça fait toujours plaisir. Ah, et si tu veux plus de contenu, j'ai une chaîne secondaire maintenant aussi. Je te mets un lien en description si ça t'intéresse.